Les origines mythiques. Entre moins 2800 et moins 2500 avant Jésus-Christ, 3 personnages mythiques incarnent la médecine. Fuxi façonne la société chinoise et le mariage, invente les trigrammes et donne les 9 aiguilles. Ces aiguilles nous montrent que les anciens avaient une tolérance à la douleur élevée considérant la taille et la circonférence des aiguilles. Il est cependant certain que certaines de ces instruments pouvaient servir à des petits actes chirurgicaux. Seule l'aiguille longue ressemble aux aiguilles d'acupuncture qu'on utilise aujourd'hui. Sur l'image, on voit Fuxi représenté par un corps de femme et d'homme s'entrelaçant, symbolisant qu'il était l'incarnation parfaite du yin et du yang. Shenlong, le divin laboureur, est connu pour avoir testé de nombreuses plantes et ainsi avoir mis la population sur la voie de l'utilisation des plantes en pharmacopée. Il goûtait jusqu'à 100 plantes par jour, tombé malade dû à la toxicité des plantes, voyait par introspection ce qui se passait dans le corps et dans quels organes allait la toxicité. Puis, il trouvait une plante antidote et recommençait ainsi et ainsi jusqu'à avoir identifié un grand nombre de plantes. Il a aussi inventé l'agriculture, le filet de pêche et serait mort dû à la toxicité de trop d'une plante. Huangdi, l'empereur jaune, nous aurait donné toutes les bases théoriques de la médecine chinoise. Le yin, le yang, les 5 éléments, les mouvements, les méridiens, les fonctions énergétiques des organes, l'anatomie, la pathologie, le diagnostic, les traitements, etc. Ces connaissances seraient reportées dans l'ouvrage qui porte son nom, le classique interne de l'empereur jaune. Il se compose de 2 parties, le Suwen, les questions simples, et Lingshu, le pivot spirituel. Suwen expose les grandes théories de la médecine chinoise. Les origines mythiques. Entre moins 2800 et moins 2500 avant Jésus-Christ, 3 personnages mythiques incarnent la médecine chinoise. Fuxi façonne la société chinoise et le mariage. Il invente les trigrammes et donne les 9 aiguilles. Ces aiguilles nous montrent que les anciens avaient une tolérance à la douleur élevée considérant la taille et la circonférence des aiguilles. Il est cependant certain que ces instruments pouvaient servir à de petits actes chirurgicaux aussi. Seule l'aiguille longue ressemble aux aiguilles d'acupuncture que l'on utilise aujourd'hui. Sur l'image, on voit Fuxi représenté par un corps d'homme et de femme s'entrelaçant, symbolisant qu'il était l'incarnation parfaite de l'union du yin et du yang. Shenlong, le divin laboureur, est connu pour avoir testé de nombreuses plantes et ainsi avoir mis la population sur la voie de l'utilisation des plantes en pharmacopée. Il goûtait jusqu'à 100 plantes par jour, tombait malade dû à la toxicité des plantes, voyait par introspection ce qui se passait dans le corps et dans quel organe allait la toxicité, puis trouvait une plante antidote et recommençait ainsi jusqu'à avoir identifié un grand nombre de plantes. Il a inventé l'agriculture, le filet de pêche et serait mort dû à la toxicité de trop d'une plante. Huangdi, l'empereur jaune, nous aurait donné toutes les bases théoriques de la médecine chinoise. Le yin, le yang, les 5 éléments ou mouvements, les méridiens, les fonctions énergétiques des organes, l'anatomie, la pathologie, le diagnostic, les traitements, etc. Ces connaissances seraient reportées dans l'ouvrage qui porte son nom, le classique interne de l'empereur jaune. Interne car il y aurait eu un autre ouvrage intitulé le classique externe de l'empereur jaune, mais qui serait perdu dans le temps. Le classique interne de l'empereur jaune se compose de 2 parties. Suwen, la question simple, et Lingshu, le pivot spirituel. Suwen expose les grandes théories de la médecine chinoise et Lingshu présente les méridiens et l'acupuncture. Donc voici les origines mythiques de la médecine traditionnelle chinoise. Cependant, il semble que cette forme de soins se mette en place comme partout ailleurs dans le monde par l'expérience et le besoin des gens blessés et malades. Il semble qu'à cette époque, les sorciers s'occupent de soigner, comme le montre la graphie du caractère médecin, qui évoluera après, mais qui est en vogue dans la dynastie des Shang. Les gens pensent que la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort sont dues aux esprits. Naturellement, on se dirige vers les sorciers et la magie pour résoudre les problèmes. Vers moins 1200 avant Jésus-Christ, un médecin de la cour, Yi He, commence à dire que les maladies ne viennent pas des dieux, mais de l'influence des règles naturelles qui sont en œuvre dans le monde. Il décrit 6 influences: le vent, la pluie, la clarté, l'obscurité, le yin et le yang. Le vent représente le mouvement et la transformation, il est yang. La pluie incarne l'humidité et la nutrition, elle est yin. La clarté et la lumière, la chaleur et l'activité sont yang. L'obscurité, c'est le repos, la fraîcheur et le repli, c'est yin.
On voit déjà se dessiner deux forces majeures opposées et complémentaires de l'univers, une vision holistique du climat et de la vie. Yireux présente ces forces comme le principe cosmique global, il l'appelle le moteur céleste. Lorsque ces 6 énergies sont naturelles, elles sont bonnes pour l'humain. Lorsqu'elles sont en excès, elles deviennent des vecteurs de maladies, les facteurs pathogènes. Le concept de trop devient alors un de ces chevaux de bataille de la médecine chinoise. Il est donc le précurseur des 6 manifestations climatiques, le vent, le froid, la chaleur estivale, l'humidité, la sécheresse et le feu. Il est l'incarnation de la médecine intuitive face à la médecine magique. Deuxième partie, les médecins précurseurs. Alors, on a Bian Tue, qui vit de moins 407 à moins 310 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des royaumes combattants. Il est le premier médecin historique. Anciennement directeur d'auberge, un jour, un client le trouve bienveillant et lui donne des plantes à prendre pendant 30 jours. La seule règle est de ne le dire à personne. Au bout de 30 jours, Bian Tue s'aperçoit qu'il peut voir une personne qui se tient dans une autre pièce. Puis il commence à voir les maladies directement dans les organes des gens, comme s'ils étaient transparents. Cependant, pour ne pas passer pour un fou ou un extraterrestre, il prend systématiquement le pouls, regarde la langue et dit qu'il obtient les informations à partir de la prise du pouls et de la langue. Huanghe, une personne de la cour, lui demande de faire partie de l'administration impériale. Il refuse et dit que Huanghe est malade. Huanghe ne se sent pas du tout malade et se met en colère et demande à Bian Tue de partir. La scène se reproduit plusieurs fois. La dernière fois, Bian Tue entre à peine dans la pièce et repart immédiatement. Huanghe envoie ses gardes pour retrouver Bian Tue. Celui-ci leur dit que Huanghe va mourir car la maladie est déjà entrée en profondeur. Effectivement, Huanghe décède quelques jours après. À partir de ce moment-là, Bian Tue devient célèbre. Il change de région et s'aperçoit qu'ici, on met les femmes à l'honneur. Alors il devient un gynécologue de renom. Il rechange de région, celle-ci donne une place d'importance aux enfants. Il devient donc spécialisé en pédiatrie. Dans la région, tout le monde vénère les personnes âgées, il devient un grand gérontologue. À la fin de sa vie, il sera assassiné par un médecin jaloux de lui. Le Shenlong Bunshouting apparaît entre 206 et 220 après Jésus-Christ. Il s'agit du premier vrai classique expliquant la nature des herbes. Bunshao signifie racines et herbes. Donc il s'agira du classique des racines et herbes du divin laboureur. Avant la dynastie des Han, les herbes de pharmacopée étaient souvent appelées du, poison. Certaines herbes étaient toxiques et le mieux restait de ne pas avoir à consommer d'herbes. L'idée reste dans la phrase que l'on entend souvent en Chine de nos jours, si c'est un médicament, il y a au moins 30% de toxicité. Les anciens, à force de goûter les herbes, ont fini par retirer de la pharmacopée la plupart des herbes qui étaient toxiques. Zhang Zhongting et le Shanghanlun. Zhang Zhongting vit à la fin de la dynastie des Han. Ses dates sont 150 à 219 après Jésus-Christ. Zhang Zhongting aime la lecture de textes médicaux dès son plus jeune âge et vit dans une époque où la Chine subit des périodes de froid longues et intenses. Sur l'ensemble de sa famille, qui comptait environ 200 membres, les 2/3 périront par des attaques de froid. Profondément choqué par la situation, il se promet d'aider et de trouver des solutions à ces problèmes. Il compulse frénétiquement tout le corpus théorique à sa disposition à ce moment, notamment le Neting et le Nanting. Il mélange la théorie à son expérience clinique et écrit le Shanghan Zapingun, traité sur les attaques par le froid et des maladies diverses. L'ouvrage est très pratique pour les médecins. Il contient 113 formules de pharmacopée et pose les bases du diagnostic pour chaque pathologie. L'ouvrage sera malheureusement perdu, mais reconstitué en 2 tomes par Wang Shuhe au IIIe siècle. Shanghanlun, traité sur les attaques par le froid, et Tinkui Yarlui, abrégé essentiel du coffre d'or, signifiant que le contenu du livre est tellement précieux qu'on devrait le ranger à côté des objets précieux dans le coffre, la vitrine d'or. Le prochain, c'est Huatuo. Huatuo a vécu de 145 à 208 après Jésus-Christ. Il est connu pour l'invention de la formule Mafesan, un analgésique puissant et probablement psychotrope avec hallucination. Les textes disent que le patient s'endormait et sentait plus la douleur. Le patient n'éprouvait pas de douleur au réveil non plus. Huatuo est renommé pour avoir pratiqué des actes de chirurgie précis, comme des incisions, des sutures et des drainages. Cao Cao, un puissant seigneur de guerre, en a fait son médecin personnel. Mais au bout d'un moment, Huatuo, peu intéressé par la cour, rentre chez lui. Cao Cao l'emprisonne et ordonne de le tuer. En prison, Huatuo écrit l'ensemble de son expérience médicale et essaye de le donner au gardien de la prison qui refuse
par peur de mourir aussi. Huatou meurt assassiné et l'ouvrage se perd à jamais. Troisième partie, les grands noms de la médecine chinoise. Le premier, c'est Huang Fumi. Il vit sous la dynastie des Qin de 215 à 285 après Jésus-Christ. C'est un personnage atypique car, enfant, il faisait beaucoup de bêtises, très turbulent et surtout, il aimait pas lire. Il raconte qu'un jour, il apporte une pomme à sa mère pour partager avec elle et que sa mère, excédée par son comportement, sur le long terme, refuse de manger quelque chose qui vient de son fils. Ce sera un choc et Huang Fumi change du jour au lendemain. Il devient un érudit reconnu en médecine traditionnelle chinoise. Il écrit le Zhenjiu Tianyi Ting, classique systématique d'acupuncture et de moxibution. Cet ouvrage très profond est basé sur la pensée cosmologique et naturelle du Neijing. Le corps, les organes, les méridiens sont des manifestations de l'énergie. Jour, nuit, saison. Dans ce cadre, soigner veut dire remettre le patient en harmonie avec la nature, le temps. Le prochain, c'est Sun Semian. La vie de Sun Semian prend place sous la dynastie des Tang. Il vit entre 581 et meurt en 682 après Jésus-Christ. À cette époque, la moyenne de l'espérance de vie est de 35 ans. Et les personnes qui vont jusqu'à la vieillesse meurent à 65 ans. Lui, il a vécu 101 ans. Enfant, il était très malade et se rend compte des problèmes que ça entraîne sur la famille qui entoure une personne malade. Il décide de prendre sa santé en main et étudie dur, tout en mêlant sa pratique de retraite spirituelle en montagne. Il nous livre le serment d'Hippocrate chinois. Dongfeng vit entre 170 et 240 après Jésus-Christ. Je le cite ici car ce médecin hautement vertueux a laissé un dicton qui lui fait référence, l'art des abricotiers, pour parler de la médecine chinoise. Dongfeng consultait souvent gratuitement et se faisait rétribuer par les plus pauvres en graines d'abricotier qu'il demandait qu'on plante derrière sa maison. Le temps passant, il s'est retrouvé avec une véritable forêt qui perdura de nombreux siècles. Wang Weiyi vit sous la dynastie des Song et invente l'homme de bronze. Cette immense statue en bronze de plus de 2 mètres de haut est recouverte de 354 points d'acupuncture. 361 points ont été recensés par l'OMS en 2008. Et dans l'usage courant, on en utilise 365. Ces points sont bouchés par de la cire et le mannequin est rempli d'eau ou d'un liquide coloré. L'examinateur demande à l'élève de piquer un point. Sans hésiter, l'élève doit planter l'aiguille au bon endroit sur le mannequin. Et si c'est le cas, le liquide doit se répandre à l'extérieur. La grande taille du mannequin est due à l'enseignement en classe pour que les élèves du fond puissent voir. En parallèle, Wang Weiyi a rédigé un traité détaillé, traité illustré des points d'acupuncture sur l'homme de bronze. Il a été achevé en 1026. Il décrit 657 points d'acupuncture et 12 méridiens principaux, plus 8 extraordinaires. Il est illustré avec des dessins anatomiques, topographiques des méridiens. C'est l'un des premiers manuels officiels d'acupuncture standardisés. Il comporte autant de points car l'auteur a récupéré tous les points des traditions familiales autour de lui, mais aussi les points en vogue à son époque, mais qui n'ont pas survécu. Song Tzu. Song Tzu, sous la dynastie des Song, ce médecin juriste va réussir l'exploit de créer le premier ouvrage sur la médecine légale, soit 300 ans avant le manuel similaire en Europe. Cet ouvrage lui vaut le titre de père de la médecine légale. On trouve dans le manuel de l'anatomie, autopsie, analyse sur place, cadavre, différents résultats de meurtre ou de suicide, les effets des poisons sur les corps et les antidotes aux poisons. Les 4 grands médecins des dynasties Qin et Yuan. À l'époque, on révise le Shanralun et Zhangzhongqi. On ne peut pas facilement changer le contenu ou la pensée médicale. Cependant, certaines personnes disent que les formules du passé ne sont plus adaptées aux maladies modernes, que la force des herbes n'est plus suffisante. La production humaine contre sauvage, un grammage léger, plutôt insuffisant. Dans ce contexte, Liu Wansu, qui vit entre 1120 et 1200, proclame en plus de la théorie des blessures par le froid, la théorie de la chaleur excessive ou pathogène. Il ajoute le concept de chaleur endogène, chaleur chronique due aux organes, sans présence de fièvre. Il insiste à utiliser des herbes de nature fraîche ou froide pour traiter les pathologies qui ont des caractéristiques de chaleur. Zhang Congzhen, il est contemporain de Liu Wansu et vit de 1156 à 1228 après Jésus-Christ. Il crée l'école de la pensée de la purge et de l'élimination, c'est-à-dire qu'il préconise l'attaque de l'expulsion des facteurs pathogènes, froid, humidité, par la transpiration, les selles, l'urine ou le vomissement. Souvent, il commence par purger avant d'utiliser des formules nourrissantes pour l'énergie. Zhang Congzhen buvait beaucoup d'alcool, il écrivait des poèmes, il parlait très fort et n'a pas pu rester médecin à la cour de l'empereur car il était trop épris de liberté. Aussi fort était-il dans sa manière de traiter les facteurs pathogènes, aussi doux était-il dans la manière de nourrir l'énergie. Il insistait sur l'utilisation des aliments et non des herbes de pharmacopée pour réguler l'énergie
post-traitement. Sa façon de traiter ressemble à ses propres besoins et à son caractère. Cependant, il obtient de très bons résultats et encore aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes de MTC vont commencer par nettoyer le terrain énergétique du patient avant de nourrir. Fermé. Li Dongyuan vit de 1180 à 1251. Selon lui, si le corps est rempli d'énergie, alors les maladies ne peuvent l'attaquer ni s'installer. Or, l'énergie vient principalement du système rate-estomac. Il crée donc l'école de la tonification de la rate. Selon lui, 4 facteurs peuvent blesser la rate. Une alimentation irrégulière, une suractivité intellectuelle, le surmenage ou les émotions, des traitements trop purgatifs. Il a dû récupérer des patients de Johnson & Johnson. Il nous a légué des formules de renom très utilisées aujourd'hui en clinique. Zhu Tanxi, lui, c'est la star. C'est le plus grand des 4, c'est le plus connu au travers de l'histoire. Zhu Tanxi vit de 1280 à 1358 après Jésus-Christ. C'est le fondateur de l'école de la nutrition du yin. Selon lui, le yang est souvent en excès et le yin est souvent en déficience. Il faut donc calmer le feu interne et nourrir le yin. Zhu Tanxi a vécu à la fin de la dynastie Yuan, à une époque où la société est marquée par une vie plus aisée et des excès alimentaires, des déséquilibres émotionnels, colère, frustration, désir. Une médecine qui tonifie souvent le yang et disperser la chaleur. Face à cela, il constate que les pathologies modernes de son époque étaient surtout marquées par une chaleur interne et un épuisement du yin. Au travers de ce médecin, on voit le passage de préoccupations plus externes, facteurs pathogènes, à des préoccupations plus internes, émotions, régulation intérieure, psychisme, plus proches des problématiques de notre société actuelle. Il nous lègue des formules comme Tapu Yuan, Yue Tu Yuan, To Ting Wan, Ao Miao San, Tian Wang Bu Xin Dan, et Tian Wang Bu Xin Dan et Zhe Bai Di Rong Wan n'ont pas été inventés par lui, mais sont des évolutions des formules existantes basées sur sa pensée. Li Shizhen, tout le monde connaît Li Shizhen, il vit sous la dynastie des Ming, 1518 à 1593. Il est né dans une famille de médecine traditionnelle chinoise. Le père et le grand-père sont des médecins de renom. Li Shizhen est lui-même passionné de MTC, dès le début, il a accès à tous les ouvrages, ustensiles et il peut suivre la clinique de son père. Cependant, son père souffre de peu de reconnaissance que les médecins ont et souhaite que son fils entre dans l'administration confucianiste. À l'époque, les métiers sont divisés comme suit. En haut, les shi, c'est-à-dire les lettrés, fonctionnaires. Ils s'occupent de la gestion de la cité, mais basés sur des principes moraux et une éthique intérieure confucianiste. S'occuper de l'âme est une activité noble. Ensuite, on a les non, agriculteurs. Ils sont considérés comme un rang élevé car ils nourrissent le peuple. Puis les gong, artisans. Et ils travaillent avec leurs mains, font souvent des tâches répétitives. Enfin, on a les shang, marchands, commerçants, qui sont considérés comme utilisant la malice pour vendre plus cher au plus. Le médecin de l'époque, lui, se situe entre le gong, qui travaille avec ses mains, et le shang, parce qu'il vend ses services. Il a le prix d'une consultation. De plus, il doit fréquenter toutes les couches de la société, y compris les malades et les pauvres. Il manipule le corps, ce qui dans la culture confucienne pouvait être vu comme un peu pas trop raffiné. Enfin, le succès d'un médecin dépend du résultat, donc du jugement des autres. Cela rend son prestige fragile et variable. Les études de médecins se faisaient surtout de maître à disciple. Il n'y avait donc pas de moyen de tester officiellement la connaissance comme dans les examens confucianistes. L'avancée de la connaissance médicale était très empirique et non seulement théorique. Cependant, quelques grands médecins ont laissé une trace dans l'histoire et rehaussent ainsi la profession. Le petit Li accepte et devient majeur de promotion à 14 ans seulement. Il écoute les conseils de son père. Il doit alors passer son examen final et à la surprise de tous, il le rate. Il recommence l'année suivante, il le rate de nouveau. Puis une troisième fois, il le rate. Son père doit se rendre à l'évidence, il n'est pas fait pour l'administration et il le laisse retourner aux études de médecine. Nourri par la frustration de 3 longues années, loin de son domaine de prédilection, il étudie avec une force incroyable tous les classiques disponibles en médecine. À l'âge de 30 ans, il est aussi un médecin célèbre dans sa région. Cependant, une chose l'intrigue. Il s'aperçoit de nombreuses erreurs dans les classiques. Des erreurs de classification des plantes. Certaines informations ne sont pas claires. Plusieurs noms pour la même plante ou au contraire 2 plantes qui se ressemblent sont confondues. Des herbes toxiques classées comme produits de nutriments de la santé. Il écrit plusieurs fois à la cour pour demander une grande révision des classiques. Mais ses demandes restent lettres mortes. Il décide alors de tout refaire lui-même en compilant et classant toutes les pharmacopées disponibles à l'époque. Il compile plus de 800 classiques et ce travail lui prendra 27 ans. Il ne s'agit d'ailleurs pas que d'un travail littéraire car il se rend énormément sur le terrain, auprès des cultivateurs, pour avoir les vraies informations sur les plantes, des maraîchers,
des personnes ordinaires qui consomment ces plantes, de médecins qui les prescrivent, de pharmaciens qui les préparent. Charles Darwin dira que cet ouvrage est une des meilleures encyclopédies du XVIe siècle, car elle évoque de nombreuses autres sciences au travers de la préparation des plantes. La dynastie Ming dure 227 ans. Sur l'ensemble, la Chine aura connu 118 ans d'épidémie, 180 départs de foyers épidémiques. Il commence donc à utiliser le vaccin contre la variole. Pensée très en avance pour l'époque et basée sur une observation clinique minutieuse. Il y a surtout 2 ouvrages qui traitent uniquement du sujet avec plusieurs méthodes de variolisation. Donner à porter un enfant sain des vêtements portés par un enfant qui a eu la variole, mettre des croûtes de pus dans le nez d'un enfant sain, ou même principe, mais après dilution dans l'eau, les résultats sont assez satisfaisants. Dans ce contexte, des dynasties Ming et Qing, les maladies fébriles qui entraînent la fièvre deviennent de plus en plus fréquentes. Or, la pensée dominante de la MTC est un peu sclérosée par le Shangramun, c'est-à-dire les attaques par le froid. Les chaleurs internes, les émotions, la nourriture sont des causes de chaleur interne. Les facteurs pathogènes sont considérés comme causes externes. Se rajoutent alors les causes virales, grippe, rougeole, typhoïde. Liu Retian, qui vit de 1120 à 1200 après Jésus-Christ, dit que le concept de Wenping, maladie fébrile, est présent dans le netting et le développe. Il utilise surtout des composants de nature froide pour traiter les maladies fébriles. Dans ce courant, on peut aussi citer Wu Yoxing, l'auteur de Wei Yilun, traité des épidémies. Pendant la dynastie Qing, ce courant de pensée prend de l'ampleur et Ye Tianshi décrit le développement des maladies fébriles étape par étape, leur pathogénèse et leur physiopathologie. Théorie des 4 niveaux, Santie, Liudu et Weiqi Yinxue. Ye Tianshi a perfectionné la classification de la chaleur pathogène selon 4 niveaux. Wei, la surface, Qi, Yin, le nutritif, Xue, le sang. Qi, l'énergie, bien sûr. Il a précisé les symptômes, caractéristiques et traitements appropriés pour chaque niveau. Précision dans les syndromes fébriles, il a distingué les maladies chaudes selon leur nature. Chaleur vent, chaleur humidité, chaleur toxique et non seulement la fièvre. Il a mis l'accent sur le diagnostic différentiel avec observation du pouls, de la langue et de l'état général du patient. Ouvrage majeur, Wen Zhi Lun, traité sur les maladies chaudes et fébriles. Son ouvrage principal où il expose sa théorie sur 4 niveaux et les principes thérapeutiques. Autre écrit, commentaires sur les classiques, cas cliniques illustrant ces méthodes. Les principes thérapeutiques de Ye Tianshi, c'est disperser la chaleur superficielle au stade Wei, clarifier la chaleur et soutenir le Qi au stade Qi, nourrir le yin et calmer le sang au stade yin et xue. Importance de traiter selon le niveau atteint, pas seulement selon la fièvre mesurée. Il parle aussi de l'association de la pharmacopée et de l'acupuncture pour rétablir l'équilibre du corps. Sous la dynastie de Qing, on parlera de Zhang Tiyue qui sait tout sur tout. Voilà, j'espère que cette petite remontée dans le temps vous a plu. Il est important de bien savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a des imprécisions dans les dates. Un petit like, un petit abonnement et on se revoit très vite.